Interdiction au Cameroun d'une marche blanche prévue le 1er juin par le parti MRC. Une interdiction pour préserver l'ordre public d'après les autorités. Entrée en vigueur samedi en Tanzanie de l'interdiction de sacs en plastique. Ils sont désormais 34 pays à appliquer ce type de mesures. Au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté en soutien à l'armée et pour le maintien de la charia. C'était vendredi, une réponse au mouvement de contestation réclamant le transfert du pouvoir aux civils. Les marches dites pacifiques par le MRC, entendez, mouvement pour la renaissance du Cameroun prévu ce samedi 1er juin, dans l'arrondissement de Douala 1er, ne s'y dérouleront pas. C'est la substance d'une décision de Tchankwi Nunje Jean-Marie, sous-préfet de cette unité administrative. Pour justifier cette interdiction, l'administrateur civil principal brandit le caractère séditieux des revendications. Donc, face à la situation, conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant un régime des réunions et des manifestations publiques, en son alinéa 2, nous avons interdit cette manifestation et toutes les dispositions sont prises. Les instructions ont d'ores et déjà été données aux forces de maintien de l'ordre pour que cette manifestation n'ait pas lieu de toute façon. Et demande aux populations de ne pas sortir ce samedi pour la dite manifestation. Et j'en appelle aux citoyens de l'arrondissement de Douala 1er, aux populations de l'arrondissement de Douala 1er de rester à la maison, de ne pas défier la loi parce qu'il n'y va pas de leur intérêt de chercher à défier la loi. Pour mémoire, le 10 mai dernier, le président du MRC, Maurice Kamto et ses partisans ont annoncé depuis la prison centrale de Yaoundé des marches pacifiques pour le 1er et le 8 juin 2019 pour réclamer leur libération sans condition, la réforme consensuelle du système électoral, l'ouverture d'une enquête sur le fiasco de la CAN 2019 et entre autres. Un pouvoir militaire à 100%, a scandé vendredi une foule essentiellement composée de jeunes hommes islamistes en réponse au slogan de la contestation pour un pouvoir civil. Certains ont brandi des photos du chef du conseil militaire Abdel Fattah al-Burhan et de son adjoint Mohamed Adan Daglo. Les manifestants ont également entonné des chants en faveur de la charia, la loi islamique actuellement en vigueur, mais ne figurant pas dans l'agenda politique du mouvement de contestation. À lieu de Béchir, les islamistes sont restés discrets depuis le début du soulèvement en décembre, mais soutiennent de plus en plus explicitement l'armée au pouvoir. Liberté, paix, justice, la charia et le choix du peuple ont lancé les protestataires, prenant le contre-pied d'un autre slogan de la révolte. Liberté, paix, justice, le pouvoir civil et le choix du peuple. Nous confirmons notre soutien au conseil militaire et à ses politiques pour permettre la loi de Dieu, a déclaré un fonctionnaire portant un turban et une robe traditionnelle blanche. Cette manifestation intervient dans un contexte de multiplication de mise en garde du conseil militaire vis-à-vis du mouvement de contestation. Dans une conférence de presse retransmise à la télévision, il a parlé jeudi de menaces pour la sécurité et la paix publique, promettant d'agir avec détermination face à cette situation. Jeudi, Al Jazeera a annoncé avoir été informé de la décision du conseil militaire de fermer son bureau à Khartoum, alors que la chaîne d'information qatari diffuse régulièrement des images de manifestations contre l'armée. La présence à Kinshasa de Paul Kagame pour la première fois depuis 2010 marque un degré supplémentaire dans le réchauffement entre l'immense RDC et le petit mais très influent Rwanda, deux pays qui se regardent avec méfiance depuis 25 ans. Mieux développé économiquement, Kigali dénonce l'insécurité engendrée par la présence des groupes armés dans l'Est congolais à ses frontières, à commencer par le FDLR pro-Hutu. Les Congolais accusent leurs voisins de piller le coltan du Nord Kivu.
Avant d'arriver au stade, les 3 chefs d'État se sont d'ailleurs engagés à renforcer l'AS Congo-Angola-Rwanda pour éradiquer les groupes armés congolais et étrangers dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tripartite. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, s'est également rendu au stade des Martyrs. Derrière ce mini-sommet africain, le peuple de Kinshasa n'a pas vibré comme prévu au rythme d'un moment de recueillement à la mesure du rôle joué par l'ex-opposant et Premier ministre Étienne Tshisekedi dans l'histoire du Zaïre puis du Congo. En début d'après-midi, une procession de quelques milliers de personnes a accompagné le cercueil de la morgue vers le stade, très loin des foules immenses qu'Étienne Tshisekedi pouvait mobiliser de son vivant. En soi, le retour d'Étienne Tshisekedi sur la terre de ses ancêtres, où il reçoit une sépulture, est cependant un signe d'apaisement politique. Le Sphinx de Limete est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles, où il venait de se faire soigner. Une messe a été célébrée en soirée au stade des Martyrs. Depuis fin 2017, le nord du Mozambique, à majorité musulmane et riche en gaz, est le théâtre d'une vague de violence attribuée à des radicaux qui prônent une application stricte de la loi islamique. Mardi, 7 islamistes présumés ont attaqué dans le district de Makomia un camion transportant des passagers et des marchandises escortés par des militaires. Selon des sources locales, 8 personnes ont été tuées dans le véhicule et 7 autres ont été tuées sur place alors qu'elles tentaient de s'enfuir, a déclaré vendredi à l'agence France Presse un enseignant qui a perdu un collègue dans l'attaque. Une autre personne a succombé à ses blessures. Le bilan a été confirmé par un responsable local sous couvert d'anonymat. Les assaillants ont fait exploser des engins artisanaux avant d'ouvrir le feu sur le véhicule, une première pour les islamistes. Dans la région, ils n'ont pas laissé le temps aux militaires de réagir. Les assaillants étaient au moins 7, tous des hommes, selon un survivant, a expliqué un responsable local. Parmi les victimes figurent 3 militaires qui escortaient le camion, a-t-il précisé. Une dizaine de personnes ont également été hospitalisées. Depuis fin 2017, les raids attribués aux islamistes, mais jamais revendiqués contre les civils où les forces de l'ordre ont fait au moins 200 morts, détruit de nombreux villages et contraint des milliers de personnes à l'exode. Selon un décompte de l'agence France Presse, 14 attaques ont été perpétrées pendant ce seul mois de mai dans le nord du pays, faisant plus de 40 morts. Surnommé par la population Al-Shabaab, les jeunes, en arabe, le groupe attaque les villages, mais aussi, depuis plus récemment, des routes. Le 22 mai, ils s'en sont même pris à un convoi funéraire sur une route du district de Palma, faisant 2 blessés par balle. Fin avril, la justice mozambicaine a prononcé les premières condamnations contre des membres de l'insurrection islamiste. Un total de 37 Shabab, dont des Tanzaniens, ont écopé de peines de 12 à 40 ans de prison. Les mesures pour enrayer la pollution sur le continent africain se corsent. La Tanzanie, à son tour, a décidé d'interdire l'importation, la production, la vente et l'usage des sacs en plastique. Avant elle, 33 pays africains l'ont fait. Les autorités tanzaniennes ont aussi diffusé une notice à l'intention des touristes spécifiant qu'ils devront se débarrasser de leurs sacs en plastique avant d'entrer dans le pays. Selon les médias locaux, toute personne accusée de produire ou d'importer des sacs ou des emballages en plastique encourt une amende d'1 milliard de shillings tanzaniens, soit 390 000 € ou une peine de prison de 2 ans maximum. La possession et l'utilisation de sacs en plastique peuvent déboucher sur une amende de $87 et ou une peine d'emprisonnement de 7 jours. 127 pays dans le monde ont une législation régissant d'une manière ou d'une autre l'usage des sacs en plastique. Parmi eux, 91 pays, dont 34 en Afrique et 29 en Europe, en interdisent ou limitent la production, l'importation ou la distribution commerciale. Le Rwanda, où les sacs en plastique sont bannis depuis plus d'une décennie, est considéré comme l'une des plus grandes réussites. Les pays disposant d'industries de fabrication ou d'importation du plastique ont eu plus de mal à mettre en œuvre ces mesures car elles ont des répercussions sur l'emploi. La plupart des objets qui polluent les endroits les plus isolés du globe ou les profondeurs des océans sont faits de plastique à usage unique, comme les sacs, les pailles, les emballages alimentaires, lesquels causent des dommages économiques et environnementaux dramatiques.
Pour les activités entrant dans le cadre de la journée sans tabac, le Bénin a mis un accent particulier sur le renforcement de la sensibilisation des jeunes sur les effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres. Il y a surtout lieu de décourager la consommation du tabac. Aujourd'hui, il y a une autre lutte que nous sommes en train de mener, c'est que nous constatons aux abords des écoles que les gens vendent du tabac. Et la nouvelle loi interdit rigoureusement la vente du tabac aux alentours des écoles, aux alentours des établissements publics, jusqu'à un rayon de 500 mètres. Les statistiques sont énormes au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, c'est là que nous constatons aujourd'hui une avancée vraiment de la consommation du tabac. Sinon, au niveau des adultes, ça a régressé. C'est pour ça que pour cette activité, nous avons préféré venir au campus universitaire d'Abomey-Calavi pour pouvoir sensibiliser les jeunes sur les nuisances que cause le tabac, sur toute forme de maladie que le tabac cause. Le Bénin est doté d'une loi renforcée depuis décembre 2017, mais son application tarde à se faire constater. La loi anti-tabac qui a été votée et promulguée le 18 décembre 2017 est en vigueur dans notre pays depuis la date de sa promulgation. Il est bien vrai que des tests d'application ne sont pas encore signés, mais ces tests sont élaborés déjà. Tous les articles de cette loi n'ont pas besoin de tests d'application pour être appliqués. L'application de la loi, ce n'est pas seulement au Bénin, mais dans tous les autres pays du monde, pour ce qui est de la lutte anti-tabac, rencontre toujours des problèmes. Le thème de cette année, le tabac et la santé pulmonaire, rappelle l'effet du tabac sur les poumons et le rôle fondamental des poumons dans la santé et le bien-être de tous. Jonas Savimbi, dit le Coq Noir, a été tué le 22 février 2002 lors d'un affrontement avec l'armée près de Louéna, dans le centre du pays. Il avait 67 ans. Dès le lendemain, des soldats l'enterrent en catimini dans la ville après la diffusion par la télévision nationale d'images de son corps criblé de balles. Moins de 2 mois plus tard, un cessez-le-feu met fin à 27 ans d'un conflit emblématique de la guerre froide. Les États-Unis ont longtemps soutenu l'UNITA, Cuba, le régime marxiste-léniniste de Luanda. Il faudra finalement attendre 17 ans et de longues négociations avec les autorités angolaises pour que Luanda donne son feu vert à une exhumation et un enterrement en bonne et due forme à l'Opitanga, conformément au souhait de Jonas Savimbi. Dès vendredi soir, des centaines de personnes ont accompagné à moto, voiture ou camion sa dépouille dans le village de l'Opitanga au centre où elle sera inhumée. Ces obsèques sont un signe important pour la réconciliation nationale, a estimé l'un de ses frères, Raphaël. Les obsèques de samedi ont été rendues possibles par le départ en 2017 du président José Eduardo dos Santos après 38 ans de pouvoir. Son successeur, Joao Lourenço, pourtant issu du même mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA, fait souffler un vent nouveau sur le pays. En août 2018, une commission est mise en place pour organiser l'exhumation et les funérailles de Jonas Savimbi. Les deux camps laissent planer un temps le doute sur le maintien des obsèques samedi.